Bien, bonjour à tous. Bienvenue dans cette première conférence. C'est la première conférence de l'année de Biotech Finance, visioconférence. Et c'est le moment aussi de vous souhaiter une bonne année à tous. Merci d'être avec nous. Excellente année. Alors, le programme, cette année, notre programme est tout à fait exceptionnel, je pense. Pourquoi? Parce que nous allons nous retrouver régulièrement pour faire un point d'actualité avec des intervenants qui sont tous aussi remarquables les uns que les autres. Là, j'ai Mathieu Coutet avec moi de ADBio et Geoffroy de Ribins qui est avec moi aussi de ADBio, mais nous aurons au cours de l'année, je vous l'annonce d'avance, en tout 24 conférences avec chaque fois des intervenants qui reviennent tous les 3 mois pour balayer l'actu pratique de leur secteur, chaque fois nous dire un peu ce qui s'est passé, ce qui va se passer. Alors, outre Alain Hurier qui est dans la salle avec nous ce soir, Mathieu et Geoffroy, nous aurons Christophe Dombu avec qui nous ferons l'analyse et l'analyse financière, Frédéric Braque qui viendra nous faire des interventions sur l'imagerie médicale, puisqu'il est en pointe dans ce domaine, Antoine Papiernik, que nous avons eu déjà l'année dernière, mais qui reviendra 4 fois cette année, Philippe Gène, le patron d'Oncodesign, et puis nous aurons aussi André Choulika, qui viendra nous donner le point de vue new-yorkais sur l'actualité. Voilà un peu ce que nous aurons, et puis l'année sera exceptionnelle parce que nous allons aussi fêter notre numéro 1000 cette année, le numéro 1000 de Biotech Finance qui paraîtra sans doute aux alentours du mois de septembre-octobre. Voilà, donc nous sommes avec ADBio, Mathieu et Geoffroy. L'amorçage dans le domaine des biotech, c'est quand même quelque chose de délicat, mais d'essentiel. On le dit souvent, hein, il faut de l'amorçage, sinon derrière, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est compliqué s'il n'y a pas d'amorçage. Et dans cette spécialité, ADBio est sans doute l'un des meilleurs spécialistes européens. ADBio, c'est un nouveau nom, ça. Donc, parce qu'avant, en décembre dernier, avant décembre, c'était Advent France Biotechnologie. Geoffroy, expliquez-nous un peu ce changement de nom. Oui, donc effectivement, c'est notre actualité immédiate, c'est le changement de nom. Les raisons sont qu'on a un peu évolué. C'est vrai qu'on est toujours l'histoire vient d'Advent, donc on a gardé ce lien avec Advent dans le nom, et on l'a raccourci parce que d'une part, on ne fait pas que de la France, donc il y a eu une stratégie d'expansion géographique, donc on a fait des investissements en Belgique et en Espagne, donc ça reflétait plus tellement notre activité. Et puis, on l'a raccourci pour des raisons pratiques. Et puis, partners, parce que on est un partnership comme des gens, une équipe sur l'investissement. Donc voilà, c'est notre nouveau nom. Un peu de travail, mais surtout une communication plus claire, je pense, sur notre activité. Enfin, alors, c'est un concentré aussi, et c'est un concentré qui vous concentre sur l'amorçage, parce que c'est un choix d'une spécialité. Et ça, c'est intéressant parce que ça va ouvrir le débat sur cette spécialité de l'amorçage. Il n'y a pas beaucoup de structures comme la vôtre qui sont spécialisées sur l'amorçage. Et ça, c'est essentiel. Mathieu, est-ce qu'on peut en parler ? Oui, tout à fait. Donc, en effet, également avec la levée de notre second fonds, on s'affirme toujours autant sur l'amorçage. La stratégie reste vraiment sur l'amorçage, d'être des investisseurs, fondateurs et créateurs d'entreprises. Et on assume pleinement le fait de rester sur l'amorçage, de ne pas se décaler vers l'aval comme d'autres ont pu le faire. Alors aujourd'hui, on pense que, comme tu l'as indiqué, l'amorçage est clé dans un écosystème. Si on veut pouvoir avoir de belles success stories par la suite, on parle beaucoup de licorne, il faut d'abord qu'il y ait un amorçage qui soit bien fait et que les acteurs qui sont sur ce domaine se spécialisent et puissent gagner en expérience
et donc gagner en compétences de manière à pouvoir soutenir les sociétés le mieux possible et avec le plus de moyens également possible, ce qui a été finalement un petit peu la difficulté pour certains fonds d'amorçage par le passé de ne pas pouvoir soutenir suffisamment, notamment financièrement et en termes de compétences, les sociétés qui en avaient besoin. Enfin, on parle de cet amorçage. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs, ou alors ce sont des acteurs qui sont plus ou moins masqués, qu'on regarde et qui en font, mais sans vraiment le dire. Est-ce que l'amorçage, c'est honteux? Aujourd'hui, je pense qu'on peut se poser la question de savoir si le mot amorçage ou le fait d'être amorceur est un gros mot ou pas. Alors, on peut chercher, on va dire, des synonymes. Aujourd'hui, le mot à la mode, c'est le startup studio ou le biotech studio ou peu importe. Quel que soit le mot qui finisse par studio, finalement, c'est juste une nouvelle manière de faire de l'amorçage en étant plus end-zone et plus compétent. Et c'est très certainement ce qu'il faut faire. C'est ce que l'on fait aussi avec les operating partners que l'on peut avoir en interne ou les entrepreneurs en résidence. Geoffroy, auparavant, était l'un de nos operating et entrepreneurs en résidence, notamment avec l'expérience qu'il a eue sur Gamut. Il pourra en parler. Mais finalement, voilà, on a l'impression que les gens ont été un petit peu obligés de trouver un nouveau mot un peu plus fashion pour finalement faire de l'amorçage. Je pense pas qu'on ait inventé grand-chose finalement. Il y a des fonds américains qui le font de manière très performante, qui sont avec beaucoup de succès sur l'amorçage. On pense à des gens comme Flagship, comme Atlas, comme Third Rock. Alors on prétend pas du tout être à leur niveau, mais en tout cas ils pavent le chemin pour que des fonds en Europe puissent également suivre ces exemples et démontrer que en étant professionnel sur ces phases de l'amorçage, en étant aux côtés des fondateurs et des entrepreneurs, on peut avoir des success stories et des entreprises qui se développent. Geoffroy, peut-être qu'on peut définir où commence l'amorçage et où il se termine pour vous. Comment est-ce que vous le définissez ça va de quelle tranche et quelle tranche? Comment vous définissez ça? Oui, je voulais juste rajouter peut-être un truc sur ce que disait Mathieu. Et c'est vrai que l'amorçage est synonyme d'échec, de risque, de performance financière pas très glorifiante. C'est en train de changer et je pense que nous, notre modèle, c'est justement de changer cette perception et de le changer aussi dans les faits, comme disait Mathieu, en apportant du management, en prenant des projets très tôt. Alors, pour répondre à ta question, c'est vrai qu'on rentre dans les projets, souvent c'est des spin-offs académiques, donc des sociétés qu'on va... C'est pas des sociétés en fait déjà, c'est juste des projets qu'on va sourcer soit en regardant des publications scientifiques, soit en discutant avec des transferts et des unités de valorisation. Donc on arrive très tôt, il n'y a pas de société, il y a souvent une preuve de concept animal sur un produit, mais pas beaucoup plus. C'est un produit qui n'est pas encore au stade de rentrer en développement, bien sûr. Donc un prototype de produit, si on veut. Et là, on arrive et on apporte notre compétence parce que en fait, faire de l'amorçage en tant que fonds, bah, ça permet d'avoir des compétences dans l'équipe qui valent, qui sont voilà ce qu'on est. On n'est plus des petits perdreaux de l'année. On a une certaine expérience dans l'équipe. On peut apporter, comme disait Mathieu, aussi des gens extérieurs pour faire le management des projets. Et aussi, on construit des syndicats d'investisseurs assez rapidement. On s'entoure aussi. Donc, on construit rapidement des organisations très efficaces pour développer les projets. Et c'est ça qui fait qu'on sert de catalyseur sur des projets qui autrement n'iraient pas aussi vite. Donc on arrive sur des projets très tôt, structure, on amène du management et des financements, et du coup, ben, jusqu'où ça s'arrête, ben, après on continue évidemment à suivre nos investissements. Avec les fonds qu'on a, on continue à suivre, mais effectivement, comme on a pu le voir,
les fonds, les séries A, les séries B, les tours sont de plus en plus importants. Donc, on contribue effectivement dans ces tours, mais on n'est pas leader, évidemment. Donc voilà. Typiquement, c'était ça, mon histoire dont Mathieu parlait. C'est rentrer dans une société, la structurer, faire le plan de financement, faire venir des extérieurs pour faire le plan de développement, et ensuite faire le business développement, trouver des solutions de refinancement, ou là, dans le cas de la société dont je m'occupais, qui s'appelle Gamut Therapeutics, on a pu faire une fusion avec Sparring Vision, qui est aussi quelque chose dont on peut parler un peu plus tard, sur les nouvelles opportunités pour l'amorçage, qui est de trouver des accélérateurs supplémentaires pour faire grandir les projets au sein de structures peut-être plus matures, et donc pour nous d'aller vers des sorties plus rapidement. Voilà. Alors justement, on parle, puisqu'on est dans les sorties, on a évoqué une chose, c'est que de fait, les collaborations avec les pharma et les deals pharma reviennent en force. Hein, on le voit de plus en plus. Comment ça change, le fait que ces pharma reviennent en force dans les deals et les collaborations? Comment ça change votre regard sur l'analyse des dossiers que vous allez soutenir? Comment est-ce que vous faites évoluer ça? Comment vous modifiez les choses? Alors, nous, on a toujours une stratégie, évidemment, qui est drivée par le besoin industriel et les besoins des pharma. Je pense que le dual track est toujours, donc M&A, IPO, toujours été dans nos tests d'investissement. Donc c'est tant mieux, parce que c'est une opportunité supplémentaire. Ça change, enfin, de mon point de vue, pas notre thèse et notre façon d'intervenir. Mais bon, je laisse Mathieu s'il veut commenter. Non, je pense que tu as dit l'essentiel. Aujourd'hui, on est quand même proche de la pharma, parce que à la fin, on doit avoir une traction pharma pour envisager faire une sortie ou avoir une collaboration. Ce que l'on voit également, c'est la pharma est de plus en plus présente au sein, en tant qu'LP, dans les fonds d'investissement. On le voit, on a trois industriels de la pharma dans notre fonds. On avait communiqué dessus. Sanofi avait communiqué sur son investissement dans Jeto. BMS avait communiqué sur son investissement dans Biogeneration Venture, ou encore Servier avec Kurma. Donc, il y a une vraie volonté de la pharma d'aller, on va dire, à la rencontre des fonds d'investissement, d'être proche des fonds d'investissement. Et c'est le cas également avec l'amorçage, que ce soit chez nous, notamment avec Boehringer Ingelheim et Pierre Fabre, ou avec BMS et Biogeneration, qui est également un fonds d'amorçage basé aux Pays-Bas. Bien, on voit qu'il y a un vrai soutien. On l'a évoqué aussi. Il y a un vrai soutien des corporates, effectivement, comme vous le dites. Mais par contre, ce qui va nous manquer, c'est les mutuelles. C'est toujours ces acteurs qui sont frileux finalement vis-à-vis du secteur. Comment est-ce qu'on peut convaincre, et comment vous voyez les choses évoluer dans ce sens-là? C'est vrai qu'aujourd'hui, sans trahir de grands secrets, on va dire que il y a un fort soutien de BPI France sur l'amorçage, que ce soit un soutien dans les fonds, notamment via le Fonds national d'amorçage, ou via les autres véhicules d'investissement en fonds de fonds de BPI France. C'est un acteur important, bien entendu, dans le paysage, et ils nous soutiennent de manière très active. Et c'est évidemment un élément extrêmement important pour nous. Ils soutiennent aussi les sociétés de nos portefeuilles. On le voit bien, même sur l'amorçage, avec le plan Deep Tech de plusieurs centaines de millions d'euros, où des sociétés aujourd'hui de notre portefeuille, sur des phases très précoces d'amorçage, sont soutenues à hauteur de 1 à 2 millions d'euros, pour aller justement démontrer le potentiel de ces sociétés, et notamment de les mettre dans des positions de pouvoir concurrencer et être, on va dire, à même
de lutter contre la concurrence internationale. Donc, il y a un vrai soutien des pays France. Par contre, c'est vrai que nous, on le voit au niveau fonds de fonds, le secteur privé, et notamment, comme tu le dis, les mutuelles, les assureurs, notamment, sont moins présents. Aujourd'hui, il y a eu un vrai effort de fait pour que ces acteurs soutiennent les fonds grosses, ce qui était extrêmement important. On manquait finalement de fonds capables de faire du late stage. On n'avait pas de fonds crossover en France avant que Sofinova finalement se mette sur le secteur. Aujourd'hui, on a quand même des fonds, on va dire late stage, de plusieurs centaines de millions d'euros, quasiment pour certains 1 milliard d'euros. On peut citer Sofinova, Jeto ou même Andera qui devrait bientôt, je pense, annoncer leur nouveau fonds. Donc, c'était extrêmement important. J'ai vu récemment passer un tweet et un post LinkedIn de Stéphane Boissel qui se demandait pourquoi est-ce que on n'avait pas de licorne biotech encore, alors que je crois on est à la 20 et quelques licorne dans la tech, savoir si c'était un problème d'écosystème, de financement, de manager, de technologie. Je pense pas que ce soit un problème de technologie. On a de très belles technologies biotech en France. On a de très bons instituts de recherche. Mais c'est vrai que pour avoir des licornes françaises, il faut qu'on ait des poulains français. Et on essaye de sortir ces poulains pour que derrière, ces fonds grosses puissent on va dire, les financer et en faire des licornes. Aujourd'hui, si on n'a pas la capacité de bien soutenir l'amorçage et d'avoir des bons poulains français, finalement, ces fonds, eux, vont aller en devoir investir les sommes d'argent qu'ils ont et on a le risque qu'ils le fassent sur des sociétés étrangères. Oui, mais comment est-ce qu'entre-temps, on fait effectivement pour, comment dire, rassembler tous ces investisseurs? Et il y en a, je crois qu'il y a des business angels dans la salle, il y en a énormément. Comment est-ce qu'on syndique tout ce monde-là? Comment est-ce qu'on regroupe toutes ces personnes, toutes ces capacités financières, toute cette vision sur le démarrage des sociétés? Geoffroy ou Mathieu? Vas-y, Geoffroy. Je pense que c'est en leur montrant ce que je disais, c'est que comment on arrive à aborder l'amorçage d'une manière professionnelle, dérisquée, avec des événements de liquidité plus précoces. Et je pense que le secteur actuellement est extrêmement porteur pour l'amorçage, avec tout l'argent dont Mathieu a parlé, mais tout ce qu'on a vu aussi aux États-Unis. Et donc, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire et à démontrer. Et je pense que voilà, il y a des bonnes histoires déjà sur notre fond, donc on est en bonne voie. Et je pense que c'est ça qui pourrait être un déclencheur. Et après, il faudra continuer à inciter ces gros investisseurs institutionnels à faire des choses, à aller sur ce secteur quand même qui est peu connu. Ouais. Parfait. Il est 19h20 pile et c'est le moment de céder la parole à nos participants. Alors, on a une Zakia qui intervient beaucoup, mais qui demande, entre autres, si vous investissez dans des startups qui sont déjà créées depuis 4 ans. Enfin, des vieilles startups, quoi. Oui, on n'a pas de. Aujourd'hui, alors c'est vrai, pour nous, l'amorçage, c'est ce que Geoffroy a expliqué sur des projets qu'on va détecter auprès des tech transferts, des laboratoires, etc. Mais c'est aussi sur des sociétés établies à partir du moment où la société n'a pas encore réalisé de tour de table avec des investisseurs professionnels. Bien. Est-ce que il y a quelque chose qui est intéressant, c'est comment est-ce que vous travaillez, et ça il y a aussi des business angels dans la salle. Comment est-ce que vous travaillez avec les business angels? Est-ce que vous avez vu l'évolution? Et j'en ai discuté avec Alain Pujol, qui partage notre participation ce soir. Le business angel aujourd'hui, c'est plus le business angel d'il y a 15 ou 20 ans. Aujourd'hui, il est beaucoup plus jeune, il a déjà réussi, il a déjà une success story et il réinvestit l'argent parce qu'il a une vraie vision entrepreneuriale. Est-ce que vous sentez ce mouvement-là et ce rajeunissement et cette volonté, cette dynamique qui est de ce côté?
de l'investisseur? Vas-y Mathieu. L'un des deux. Franchement, alors déjà, nous, on se sent très jeune avec Geoffroy et Alain aussi, d'ailleurs. Donc, le rajeunissement, je sais pas. Mais franchement, aujourd'hui, nous, sur les dossiers que l'on voit, on voit pas tant que ça de business angel être présent. On en voit certains. On a fait des dossiers qui nous ont été amenés par des business angels, notamment un dossier dans le diabète de type 1 que l'on a financé derrière avec deux autres fonds, mais on les voit pas finalement tant que cela, pour être totalement transparent, alors que en effet il y a peut-être des synergies à réaliser, notamment au départ sur aller, enfin on va dire des étapes pour dérisquer un certain nombre de projets. Après, est-ce que on regarde la même typologie de projet? On s'était souvent dit avec Alain qu'on allait, on va dire, se voir pour en discuter. On s'était recroisé il y a pas longtemps sur un événement organisé par Gustave Roussy, notamment dans le cancer. Finalement, voilà, la pandémie a eu raison de ce déjeuner, mais c'est vrai que je suis pas certain qu'on soit sur les mêmes typologies de dossiers, mais ce sont des éléments à creuser. Après, par rapport au rajeunissement, c'est vrai dans la tech, il n'y a pas de raison que ce soit pas vrai dans la biotech. Parfait. Il y a toujours un petit problème de valorisation qui ne sont pas totalement toujours en ligne avec ce qu'on peut nous proposer. Donc c'est des dossiers qui peuvent avoir qui peuvent arriver avec un point de départ un peu compliqué sur ces sujets-là. Une question de Pierre-Emmanuel Aubert. L'amorçage dans la biotech est délicat pour les premiers investisseurs qui se font rincer par le jeu des actions de préférence des VC. Comment est-ce que vous anticipez ce challenge éventuellement? Alors, aujourd'hui, on anticipe alors il y a différents éléments. La première chose, la plus simple, c'est que aujourd'hui, on souhaite lever, enfin notre fonds 2 sera plus important que le fonds 1, alors que on restera sur l'amorçage et on fera à peu près le même nombre de dossiers. Pourquoi est-ce que finalement on souhaitait avoir un fonds plus important? C'est aussi pour pouvoir soutenir les sociétés de manière plus importante et donc on va dire, limiter l'effet de la dilution en participant de manière plus active à la série A et éventuellement à la série B. Après, ce que l'on voit aussi, c'est, on va dire, une prise de conscience, disons, de la part des investisseurs de série A et de série B sur finalement le rôle et l'importance des fonds d'amorçage, et qu'à un moment donné, si on veut que tout cela soit un cercle vertueux et pas quelque chose qui soit destructif, il faut que chacun respecte le travail de l'autre. Et je pense que il y a de plus en plus un respect des investisseurs de série A et de série B vis-à-vis des amorceurs, d'éviter de les mettre complètement sous l'eau, de faire en sorte que à un moment, on va dire, à un moment donné, ils récupèrent également le fruit des risques qu'ils ont pris. Et donc autant, à mon avis, le rinçage complet des acteurs de l'amorçage par les investisseurs en série A et série B était vrai il y a quelques années. Je pense que c'est moins vrai aujourd'hui parce qu'il y a également plus de concurrence. C'est-à-dire que sur les bons dossiers, un investisseur en amorçage, il est capable de choisir les investisseurs en série A avec qui il veut travailler. Et si un investisseur de série A décide de complètement rincer l'investisseur en amorçage, il peut aussi se diriger vers un autre fonds. Donc, je pense que c'est peut-être moins vrai qu'avant, de par on va dire cette multiplication des acteurs de série A avec notamment des fonds américains et des fonds étrangers qui viennent de plus en plus voir ce qui se passe en France, et sur les bons dossiers, les choix que peuvent avoir les sociétés sur les dossiers. Très bien. On a Patrick Bernat qui a une bonne question sur les plateformes, puisque les plateformes sont à la mode aujourd'hui. On investit sur les plateformes. Tout le monde n'a que ça, ce mot à la bouche, plateforme. Dans ce contexte, comment est-ce qu'on envisage le développement, comment on peut envisager le développement d'un monoproduit? D'abord, est-ce que vous confirmez ces yeux de chimène pour les plateformes de la part des investisseurs? C'est vrai que les plateformes peuvent accueillir des capitaux et des montants de levée importants, puisqu'on peut délivrer plusieurs produits, que derrière, toutes ces histoires sont tirées par la perspective de s'introduire en bourse. Enfin, en tout cas, l'était. On verra si ça continue, mais
c'est vrai que voilà, on a commencé le premier fonds, on était beaucoup sur des monoproduits, mono-assets pour viser des stratégies M&A pharma et des reventes et des traits de sel. Aujourd'hui, on voit plus de sociétés qui se créent, qui se consolident avec des pipelines. Et c'est vrai que du coup, les plateformes sont plus à la mode. Après, il faut en trouver et il faut éviter de multiplier le risque sur des projets très early. Donc ça, c'est la question classique. Mais oui, donc on voit, on en cherche. C'est vrai que derrière, ça permet pour nous de trouver des syndicats d'investisseurs importants pour financer ces boîtes. Mathieu, une réaction sur le sujet? Non, tout à fait. Et malgré tout, on n'a pas énormément de plateformes en France par rapport à d'autres pays. Si on regarde par exemple en Belgique, ils ont une capacité à avoir des plateformes technologiques. Alors, ils sont très forts sur tout ce qui est anticorps, format d'anticorps, etc. En vaccin également, avec les anciens de GSK. En France, on n'en voit pas tant que ça. Après, on continue à faire du monoproduit. Et par contre, ce qu'on essaye de voir, c'est comment derrière, est-ce que on peut consolider cette société mono-asset avec éventuellement d'autres sociétés de manière à construire un pipe et une histoire un peu plus solide en vue de tours futurs. Question de Pierre-Emmanuel Aubert. Est-ce que vous êtes ouvert aux plateformes qui développent des vaccins? Est-ce que ce type de projet est intéressant pour vous? On est ouvert à tout. Bonne réponse. Alors, Zakia pose une question sur la manière dont vous travaillez avec tel ou tel autre VC. Est-ce que vous prenez vos décisions conjointement avec la dirigeante ou le dirigeant d'une biotech quand vous discutez avec des VC ou pas? Geoffroy, enfin, effectivement, quand on crée une société ou quand on accompagne des dirigeants en amorceur, effectivement, il y a une association très forte et au niveau du capital, on a un poids assez important, mais on a un souci du respect et du projet commun. Donc on est très en phase, on essaye d'être en phase. Et puis si ça marche pas dès le départ, c'est quelque chose qu'on essaie de dérisquer, d'éminer tout de suite. Donc oui, et ensuite quand d'autres VC arrivent, bien sûr on continue à être très fidèle sur les équipes. Après, vous savez, c'est la vie aussi des sociétés. Hein. Il faut pouvoir changer les deux braquets, changer de compétences. Donc, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, et pour le bien de la société, parfois, il est nécessaire de changer de management. Bien. Et je pense que est-ce qu'il y a une évolution, parce qu'on parlait de ça aussi, il y a beaucoup il y a beaucoup plus de managers sur le marché aujourd'hui. Et c'était un peu rare à une certaine époque. Donc aujourd'hui, le choix existe. Ça, c'est une réalité. Il y a peut-être aussi une prise de conscience vous qui les voyez très en amont, des chercheurs qui sont plus ouverts au fait de collaborer avec des managers qu'ils ne l'étaient avant. Parce qu'avant, on avait un peu des personnages qui souhaitaient tout prendre sur eux, à la fois la recherche et le management. Est-ce que vous sentez cette évolution ou pas, sur tous les plans? Ouais, clairement, on sent l'évolution. Aussi, alors, je fais attention à ce que je dis. Aussi parce qu'il y a une nouvelle génération de chercheurs qui arrivent dans les laboratoires, etc. De la même manière qu'il y a un renouvellement, tu vois, au niveau des investisseurs, il y a aussi un renouvellement au niveau des directeurs d'unité ou des chercheurs dans les laboratoires académiques. Et en effet, je pense qu'il y a une prise de conscience que manager un laboratoire ou faire de la recherche dans une université, à l'INSERM, au CNRS ou peu importe,
c'est différent de développer un produit, aussi parce que les chercheurs aujourd'hui sont, je pense, de plus en plus confrontés et de plus en plus tôt confrontés aux problématiques de propriété intellectuelle auxquelles ils sont plus vite, beaucoup plus sensibilisés aux collaborations industrielles et à la création d'entreprises. Je veux dire, il y a quand même de plus en plus de création d'entreprises, de personnes qui ont, de chercheurs qui ont envie de créer des entreprises. Du coup, il y a le bouche à oreille aussi qui joue beaucoup sur qu'est-ce qui a été bien dans une aventure entrepreneuriale, qu'est-ce qui n'est pas allé, etc. Et donc, on voit ce mouvement clairement se faire. Très bien. Une question de Émilie Dejean. Est-ce que Adebio investit dans des biotech en euros? Et quel est le montant des tickets ou le range? Alors, même réponse, on est ouvert à tout, y compris l'an euro. On a investi dans des sociétés en euros, d'ailleurs, déjà. Et les tickets, aujourd'hui, avec le nouveau fonds, on n'a pas forcément de ticket minimum s'il faut, on va dire, s'il y a une expérience clé à faire pour voir le potentiel d'un produit de quelques centaines de milliers d'euros, on est capable de le faire, jusqu'à 1 ou 2 millions d'euros sur la phase d'amorçage. Et derrière, on est capable d'aller sur les différents tours de financement jusqu'à des montants de l'ordre de 8 à 9 millions d'euros. Merci pour cette réponse. Jean-François Le Bigot, préférez-vous discuter directement avec des fondateurs, pas toujours financiers, ou est-ce que c'est plus facile pour vous de dealer avec des leveurs de fonds, et via des leveurs de fonds? Alors, on aime bien discuter avec les fondateurs scientifiques parce qu'on est tous de background scientifique, donc on va plus directement sur le cœur du sujet. Mathieu, un complément? Ouais. Non, c'est ça. Non, clairement. Ok. Et il y a une chose qui m'intéresse sur ce sujet-là, c'est sur les. On sait qu'à peu près 27% des dirigeants des pharma en Europe, 27% sont des francophones, des Français pour la plupart, qui sont très très prisés. C'est énorme ce chiffre. Est-ce que vous utilisez ce levier? Parce que discuter avec des Français dans un groupe européen, c'est quand même sympa et ça peut ouvrir des portes plus que de discuter avec d'autres. Ouais, disons que on essaye de l'utiliser. Mais on va dire que derrière, la reconnaissance à la patrie est fluctuante sur ces personnes, donc ça marche pas toujours. Je vois de quoi vous parlez exactement. Armel Serraud nous dit, en plus d'une nouvelle génération de chercheurs, il y a aussi tout un travail de fond, de sensibilisation et de formation des chercheurs à l'entrepreneuriat mené par ça doit être les transferts technologies, opérateurs et les acteurs de la valorisation. C'est réel, vous le sentez, est-ce que vous sentez cette vraie dynamique de la part des organismes de transfert de technologie et d'autres? Comment vous ressentez ce phénomène? On voit dans les instituts de recherche, la bonne parole est portée par les TTO ou aussi par les instituts de recherche dans les services de valorisation, par les services de valorisation des instituts de recherche. On le voit, c'est clair. Former des bio-entrepreneurs avec un master, après, on peut débattre de la réelle compétence de créer des boîtes de biotech avec des CEO qui ont aucune expérience de l'industrie. Bon, voilà, c'est un autre sujet. Mais le scientifique, à mon avis, est aujourd'hui plus éduqué qu'avant sur la création, sur les brevets, etc. Donc ça, c'est clair. Ouais, et nous on le voit très clairement, c'est que on est invité par des tech transferts à parler, à présenter le métier de ce qu'est l'investissement, de ce qu'on attend d'une création d'entreprise. D'ailleurs, on a invité que ce soit par des tech transferts ou d'autres organismes. Ça a été le cas puisque c'est Armel qui pose la question avec Inserm Transfer notamment, qui a un gros on va dire une grosse activité sur la partie création d'entreprise avec beaucoup d'accompagnement fait pour les chercheurs et où on a eu l'occasion de participer à certains de ces accompagnements où justement ça permet de confronter les chercheurs très vite
aux investisseurs pour que les chercheurs comprennent finalement les tenants et les aboutissants, essayer de voir quel langage on parle et de voir les limitations auxquelles ils peuvent être confrontés. Parfait, très bonne réponse. Comment abordez-vous la valorisation des startups en amorçage? Alors, si on entend, alors ça dépend ce qu'on entend par valorisation. Si c'est valorisation financière, alors un truc qui est sûr, c'est qu'on met pas en place de système, on va dire compliqué, mathématique, de RNPV, de tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, c'est une discussion avec les fondateurs, avec les dirigeants par rapport à nous, les perspectives de sortie que l'on peut avoir, les perspectives de dilution qu'on peut avoir, où est-ce que l'on doit démarrer en termes de on va dire de pourcentage du capital, et derrière c'est une règle de 3, si on veut tant de pourcents, il faut que la société vale autant. C'est assez simple et c'est basé aussi sur les benchmarks qu'on peut avoir nous à l'intérieur de notre portefeuille. Est-ce que vous pensez d'emblée que le dirigeant venant du monde de la recherche est à écarter à un certain moment, ou bien ça dépend? Et Zakia cite André Choulika. Ouais. J'ai pensé à lui aussi. Non, il y en a d'autres. Je pense à Laurent Lévy aussi, qui ont été depuis le départ avec un doctorat, qui sont toujours CEO et qui sont à tête de boîte cotée. Donc, non, je pense qu'il faut être ouvert et je pense que nous aussi, en tant qu'amorceur, on doit soutenir les nouveaux talents, les nouveaux CEO qui vont venir, qu'ils soient issus du monde de la recherche ou autre. Donc, il faut être ouvert, il faut les soutenir. Et puis, voilà, après, il faut voir si ça peut continuer ou pas, s'ils ont les compétences et les qualités de continuer. Donc, on est ouvert. Moi, je rajouterais juste Franck Zal dans la liste des exemples, qui est CEO d'Emarina et pour qui j'ai beaucoup d'amitié et de respect et qui fait un travail fantastique sur Emarina. Oui, on en a peut-être oublié d'autres d'ailleurs. Ouais. Oui, c'est une bonne référence, Franck Zal d'Emarina. Si on lui doit les visioconférences à 19h. Quand je lui avais demandé à quelle heure il fallait faire les conférences, pour lui, il me dit 19h, c'est la meilleure heure pour moi. Pour les CEO, c'est toujours ça. On peut aborder la question de l'Espagne, parce que moi, ça m'intéresse. Vous avez ouvert un bureau en Espagne, hein, si je ne me trompe pas. Oui. Et ça, est-ce qu'il y a vraiment, d'abord, pourquoi le choix de l'Espagne? Et est-ce que de cet observatoire, il y a une différence que vous observez entre ce qui se passe en France et ce qui se passe en Espagne ou pas? Il vaut mieux être une start-up en Espagne ou en France, finalement? Vas-y, Mathieu. Je commence, Geoffroy. Honnêtement, je pense que, alors, tu sais que je ne cracherai pas sur l'écosystème français, donc je pense que c'est très bien d'être une start-up en France. Il y a aucun doute là-dessus. Je pense que l'écosystème espagnol est en train est à un tournant au niveau de la professionnalisation des tech transferts. Et au niveau également du nombre d'investisseurs présents. Finalement, il y a quelques années, quand on réfléchissait à l'Espagne, et qu'on réfléchissait aux investisseurs présents en Espagne, à part Isios, finalement, moi, j'aurais pas été capable d'en citer beaucoup d'autres. Maintenant, il y a une vraie dynamique VC. Et on a pensé, voilà, quand on a réfléchi à ce qu'on voulait faire d'AdBio Partners en équipe, le premier élément, c'était que voilà, comment est-ce qu'on envisageait le futur? Nous, on voulait rester sur l'amorçage, donc la diversification, elle se faisait pas sur, on va dire, les typologies d'investissement, et on a pensé qu'elle se faisait plus sur un élargissement du vivier de deals potentiels d'un point de vue géographique, avec Alain notamment, on avait beaucoup de connexions en Espagne au niveau des tech transferts et notamment en Catalogne. Donc très naturellement, on a commencé à activer ces réseaux et on a été bien entendu, puisque on a ouvert un bureau agréablement surpris par la qualité des dossiers qui en sortaient. Je pense que il y a également un effet, on va dire, de nouveauté où forcément on voit énormément de projets aujourd'hui en Espagne et de très bonne qualité. Également parce on est neuf sur le domaine, donc on va dire un vivier potentiel qui est très important. Mais il y a une réelle volonté, une réelle dynamique de soutenir l'innovation
et notamment en Catalogne, où on pourrait presque comparer la Catalogne à ce qui se passe en Belgique et notamment en Flandre, où il y a une vraie volonté de se serrer les coudes, de développer l'écosystème. Et je pense qu'il y a peut-être des choses à apprendre sur ce qu'il se passe là-bas, où, et je l'ai souvent dit, on se serre peut-être pas assez les coudes dans l'écosystème français entre sociétés plus matures et sociétés plus early stage sur des bonnes pratiques, sur on va dire des CEO qui s'entraident plus. On le voit énormément sur la Belgique et les Pays-Bas, notamment sur des sociétés de notre portefeuille où il y a une réelle volonté de faire progresser des sociétés en amorçage par les personnes qui sont sur les sociétés plus matures. On sent que c'est le cas également en Espagne et c'est un élément, à mon avis, très important. Eh bien, c'est un vrai sujet, effectivement, côté français, à suivre et dont on parlera dans les temps à venir. Il est 19h42, notre webinaire se termine. J'espère que vous avez apprécié ce moment, ce partage. Mathieu et Geoffroy, merci beaucoup pour votre intervention. Alors, comme je vous le disais, on va se retrouver 4 fois dans l'année et je pense qu'il y aura beaucoup de nouvelles qu'on va pouvoir partager. On se retrouve la prochaine fois le 19 avril. Notez bien la date, le 19 avril, parce que je crois qu'il y aura plein de nouvelles en plus des investissements à tour le bras en France, en Espagne, en Belgique. Donc, on va prendre ça, bien sûr, on va prendre ça comme ça. Et puis la semaine, le 1er février, c'est notre prochain rendez-vous avec Christophe Dombu, qui est devenu donc senior life science analyst chez Degroof Petercam. Et on va refaire l'actu du côté des côtés. Du côté des côtés, ce sera la prochaine intervention avec Christophe Dombu. Merci encore à tous. Bonne fin de soirée. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Merci beaucoup.